suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous. Et oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes comme vous, Monsieur Boubacar Diakité, surtout ces femmes comme vous, Madame Rougatou Ndiaye, qui font briller l'Afrique et le reste du monde grâce à leurs initiatives. Aujourd'hui, ça prend sens parce qu'on a des hommes et des femmes qui ont pour objectif tout simplement d'améliorer le quotidien de nombreuses personnes sur le continent africain. Et ça, on aime ici sur Diaspora Africa. Donc encore une fois, on peut les applaudir. Alors, ils interviennent sur le continent africain. Rougatou Ndiaye, vous intervenez au Mali, mais pas que, aussi en France, ainsi que vous, Monsieur Boubacar Diakité, vous intervenez en Mauritanie, notamment à travers des initiatives sur la santé. Oui, c'est bien ça? C'est ça. J'interviens pour la Mauritanie, pas que la Mauritanie, la France aussi. On fait l'accompagnement administratif ici en France. D'accord, très bien. Voilà. Et vous, Rougatou, comme j'ai dit, au Mali, donc éducation pour tous, donc l'enseignement, l'éducation des enfants, la santé également, mais aussi en France, vous accompagnez donc ces jeunes et leur montrer que sur le continent africain, c'est difficile donc qu'ils soient contents, en tout cas, des facilités qu'ils peuvent avoir ici en France. Oui, c'est ça. Éducation pour tous, c'est une ONG qui s'est engagée pour faire de l'éducation la priorité partout dans le monde. Dans les quartiers populaires, ici comme en Afrique, au Mali, mais pas que. D'accord. Voilà, pas que. C'est vraiment, quand on a dit éducation pour tous, c'est pour tous les enfants du monde qui sont en situation défavorisée, des familles modestes, qui n'ont pas accès forcément à l'école ou qui ont accès à l'école, mais que c'est difficile le quotidien pour leur maintien à l'école. Très bien, très intéressant. En tout cas, vous avez vu, ce sont des hommes et des femmes, des bénévoles. Surtout, on insiste dessus. Ce n'est pas évident, mais néanmoins, ils continuent, ils essaient et ils font de leur mieux pour aider leurs prochains. Alors, en face de vous, vous avez Babadem ainsi que Fat Bintou. Fat Bintou, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et toi, Aïssatou? Très bien, merci. C'est vrai qu'on me pose très peu la question. Je vais très bien. Et qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un joyau de l'histoire africaine. Il s'agit d'un royaume et je vous en dirai plus tout à l'heure. D'accord, encore une énigme avec Fat Bintou, avec ce ton que tu prends. Alors, où allons-nous voyager? On continue avec vous, Babadem. Ils font briller l'Afrique. Oui, et là, on va voyager au Cameroun. Ça revient souvent, le Cameroun, ça revient. Mais quand même, ça vaut le coup. C'est un jeune Camerounais, Pelkins Ajano, qui va mettre au point une technologie pour la conservation du manioc. Donc, très intéressant. On ira au Sénégal avec notre Pichewi, la première entreprise qui fabrique des drones au Sénégal par un jeune qui s'appelle Mamadou Gueye. On ira aussi, bien sûr, mesdames et messieurs, au Burkina Faso à la rencontre de magnifiques personnes qui font bouger aussi les choses. Le moment est arrivé de démarrer cette émission et vous le savez, on démarre toujours cette émission avec du voyage. Et oui, on aime voyager, c'est très important. Le continent africain est magnifiquement beau et c'est important de le découvrir. Et là, nous allons où, à votre avis? Où est-ce qu'on pourrait aller aujourd'hui? En Sierra Leone. On peut aller en Mauritanie, si vous voulez. Ah, on pourrait. On a déjà été en Mauritanie, mais non, on va aller à Abuja. Abuja, c'est où ça? Abuja, mesdames et messieurs, Nigeria. Destination le Nigeria. Et oui, le Nigeria, belle capitale du Nigeria qui est Abuja avec son allure. Allez, c'est parti, on regarde ce qui s'y passe.
Vraiment, ça donne envie. Ça donne envie. Abuja, le Nigeria, qui a déjà été dans ce pays? Personne. Non. C'est marrant, hein, parce que c'est vrai que nous, francophones, hein, en même temps, c'est normal, hein, on ne va pas forcément vers ces pays-là, le Nigeria, alors que ça fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Hein, Tout à fait. ça fait partie d'un pays qu'il faut absolument visiter, en tout cas. Merci à l'Office du tourisme pour ces magnifiques images, et bravo, parce qu'ils ont réussi à nous donner envie d'y aller, n'est-ce pas, Fat Bintou? Exactement. Moi, prochaine destination, j'y vais. Pour vous faire des reportages. Des et reportages, tout, voilà. ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment un voyage que je souhaite organiser, effectivement. Le Nigeria, prochaine destination. Yes. Voilà, welcome to Africa. Allez, place maintenant à notre invité, Rougatou Ndiaye. Vous allez bientôt venir à la barre, mais avant, vous avez touché au buzzer tout à l'heure. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, ça fonctionne, mesdames et messieurs. Et vous n'avez même pas posé la question pourquoi il y a un buzzer sur la table. Ben, je pose la question du coup. Pourquoi il y a un buzzer? Eh bien, tout simplement parce qu'on aime défier votre culture générale. On aime apprendre ici sur Diaspora Africa. C'est très, très important pour nous hein, d'évoluer ensemble. Alors, on va commencer par une charade. Hein. Moi, j'aime bien. Ça nous met dans le bain. Monsieur Boubacar Diakité, vous êtes pour? Oui, bien sûr. Oui, vous êtes sûr? Ouais, il est déjà pas de souci. concentré. Il sait qu'il peut gagner. Il est Alors, concentré. mesdames et messieurs, prenez place, prenez place. Alors, question. Je suis un pays d'Afrique et mon nom évoque une ancienne ville mythique détruite par Rome. Mon drapeau est rouge et blanc et je suis célèbre pour mes plages méditerranéennes. Qui suis-je? La Tunisie. Ouais. Bravo, Barbara. Drapeau, là, ça l'a. Il a dit, oh, c'est bon. Non, c'est Rome, là. Rome, C'est- effectivement, on peut Ouais. revenir sur ce je point-là savais parce que même c'est pas, en important plus. et c'est intéressant. Ouais. Il faut savoir que la Tunisie est associée à la célèbre ville de Carthage, une ancienne cité-État détruite par Rome lors des guerres puniques. Son drapeau rouge et blanc est également emblématique et le pays est connu pour ses plages méditerranéennes, comme j'ai pu le dire plus tôt. Voilà. Ok. Ouais, ouais. Maintenant, vous le saurez. Ouais. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit. Et le moment est arrivé d'accueillir notre première invitée à la barre, cette femme au grand cœur, cette philanthrope de la diaspora africaine d'Europe. Elle s'appelle Rougatou Ndiaye. À la barre, s'il vous plaît. Rougatou Ndiaye, bienvenue à vous. C'est un plaisir encore une fois de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, vous êtes présidente de l'ONG Éducation pour tous, et ça c'est très important, qui œuvre aussi bien sur le continent africain, mais aussi ici en Europe, en France. Vous êtes originaire donc du Mali, vous êtes diplômée et spécialiste en ressources humaines et en relations internationales diplomatiques et stratégiques. Et donc, vous avez aussi des compétences en conseillère professionnelle. Donc, faites plein de choses. Néanmoins, moi, je vous vois toujours en train d'œuvrer pour les jeunes. Et en plus, vous y allez. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on envoie des denrées, on envoie des dons, on envoie des cartables. Non, vous y allez. Vous allez à la rencontre donc, de ces différents centres d'orphelins, orphelinats, de ces écoles. Et puis, vous sondez leurs besoins. De quoi ont-ils besoin? Comment on peut les aider? Vous revenez en France et vous revenez encore une fois avec les bras bien chargés. Alors, pourquoi cette vocation? Pourquoi accompagner son prochain? Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça? Il y a une petite histoire. Ma mère était enseignante et elle a elle a beaucoup sensibilisé dans le quartier à l'époque. Quand j'étais petite, beaucoup d'enfants ne partaient pas à l'école et elle a œuvré pour sensibiliser les parents, envoyer les enfants à l'école parce que elle s'est dit c'est vraiment important, c'est l'avenir, on ne peut pas les laisser comme ça. J'ai grandi dans ça, mais au-delà de tout ça, moi, quand je suis allée à la fac, les déclics arrivaient quand je suis allée à l'université, où je partais en vacances en Afrique et que j'ai vu, j'ai fait un voyage humanitaire et j'ai voyé des enfants dans les rues qui partaient pas à l'école et qui sont déscolarisés à partir de CP et en cours pour X, Y raison. À cause de 1500 CFA, c'est l'équivalent de peut-être 1,50 €. On renvoie, on exclut les enfants. Je peux parler du cas du Mali, les conflits qui se passent au nord Mali, où les enfants sont recrutés malheureusement par les
bandits facilement parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc j'ai compris que l'émergence de l'Afrique, l'émergence du Mali, où je suis originaire, mais l'Afrique en général viendra de l'éducation en fait. Exactement. C'est pour ça. Donc c'est important ce que vous dites. C'est important. Et depuis 2012, il faut le dire, depuis 2012, vous avez créé cette association-là. Depuis 2012, vous vous battez pour que l'école soit obligatoire. Vous souhaitez que l'école soit obligatoire, notamment dans votre pays d'origine, le Mali, jusqu'au moins en 3e. Donc que les enfants sachent lire, écrire, argumenter, critiquer. Et pour vous, vous considérez que c'est indispensable pour, encore une fois, vous l'avez dit, l'émergence de ce continent, l'émergence de votre pays d'origine. Oui. Oui, il faut que l'école soit obligatoire et gratuite parce que aujourd'hui, il y a des familles qui n'arrivent même pas à avoir les 3 repas par jour. Donc, d'accord, ils disent que c'est gratuite au Mali. Quand je prends le cas du Mali, quand ils discutent avec les gens, ils disent l'école est gratuite, mais non, elle n'est pas gratuite parce que moi, j'ai vu des enfants être exclus à cause de 1,50 €, 2 € par manque de sang. Donc, l'école n'est pas gratuite. Il y en a qui n'ont pas ce montant-là. Les enfants, aujourd'hui, il y a des classes qui sont les effectifs 148 par classe, sans double vocation. Ils sont là, presque assis, debout assis. Un seul prof qui encadre tous ces enfants. 30% n'a pas d'ardoise. Il y a un problème. Donc, et pour le coup, c'est vraiment un de vos combats aussi, hein, c'est d'équiper donc, ces jeunes, leur donner du matériel, parce que c'est bien aussi de pouvoir aller à l'école, mais il faut être équipé, il faut avoir un cartable, il faut avoir des cahiers, etc., etc. Donc c'est pour ça que vous menez en place des actions, donc l'opération Cartable pour tous, donc à chaque rentrée scolaire, donc vous organisez donc cette opération-là, donc des centaines d'enfants repartent avec un cartable sur le dos, et ça c'est très symbolique, ça. C'est ça, on le fait, ça fait depuis la création de l'association. Et malheureusement, il faut le signaler qu'il y a des enfants qui sont déscolarisés à cause du manque de cartable. Un manque de fourniture scolaire qui coûte à peine 7 €, 10 € par an. Il y en a qui sont exclus à cause de ça, ils ne l'ont pas. On en distribue des centaines chaque rentrée scolaire. Effectivement, c'est beau et c'est important. Et bien sûr, quand on parle des enfants, on parle aussi des orphelins. Et forcément, pour vous, c'est aussi important d'accompagner ces orphelins qui sont parfois dans des conditions très difficiles. Vous sensibilisez donc, auprès de vos partenaires, auprès des gens qui peuvent éventuellement vous accompagner pour ces jeunes, parce que vous le dites, hein, l'avenir du continent africain, eh bien, ce sont les enfants. Et donc, un enfant qui malheureusement est mis de côté, un enfant qui meurt, c'est une chance en moins pour le continent africain, alors qu'on a besoin de tous les enfants du continent pour s'élever. C'est ça, il faut, parce que l'orphelinat, malheureusement, il y a des enfants là-bas, il y a des enfants dans les rues aussi. En fait, on se bat pour l'inclusion de tout le monde, tous ces enfants. Le bien-être de ces enfants dans les orphelinats, on veille beaucoup, on passe des journées avec eux, qui ne voient pas le manque d'absence des parents, le maximum d'affection. Nous partageons des jeux, plein de choses pour qu'ils oublient un petit peu qu'ils sont dans l'orphelinat, en fait. Nous les apportons bien sûr des vêtements, des chaussures, mais pas que des livres aussi, parce qu'on jette un petit coup d'œil pour voir est-ce qu'ils sont scolarisés ou pas. On échange en tout cas, de grands chantiers. Ça. Et quand vous parlez de livres, effectivement, vous avez aussi ce projet-là, Bibliothèque pour tous. Voilà, ça fait aussi partie de vos actions. L'insertion professionnelle des jeunes, c'est bien aussi d'aller à l'école, mais après, que se passe-t-il? Et ça, c'est une des très grosses problématiques du continent. Comment faire pour trouver un emploi, pour pouvoir finalement subvenir à leurs besoins? Donc, ce sont des chantiers quand même qui sont énormes. Comment vous faites, Madame Ndiaye? Est-ce que vous êtes accompagnée? Est-ce que vous avez accès à des fonds? Comment vous faites finalement pour faire tout ça? Alors, on n'a pas forcément accès aux fonds. Justement, je profite de votre micro pour faire des téléspectateurs. On peut nous contacter, on en a besoin de l'aide de tout le monde. On fait une sorte de... Les gens sont... La générosité, en fait, on fait appel à la générosité de chacun. En fait. Bien sûr. Voilà, on sensibilise comme ça. Il y a d'autres associations, on a créé un petit peu quelques réseaux avec des associations qui nous donnent des choses. Je profite pour saluer et remercier les Chemins du Cœur, en fait, qui ont financé la dernière opération Cartable pour tous. Donc voilà, c'est aussi et ils sont plus grands, ils ont plus de moyens, ils ont plus de partenaires que nous.
Donc c'est un peu compliqué, j'avoue, c'est très très compliqué. C'est pour ça, s'il y a d'autres associations, d'autres ONG qui veulent nous rejoindre pour faire plus des choses. Pour le moment, on arrive à faire un peu par rapport à... Mais on aimerait faire plus. Bien sûr, bien sûr. Plus de soutien. Et il y a quand même un point important pour finir, c'est que à travers ces différentes histoires, à travers ce que vous voyez sur le continent africain, notamment votre pays d'origine, eh bien, vous ramenez ces images-là et vous les montrez donc, à des jeunes ici en France qui sont un petit peu déscolarisés, qui d'eux-mêmes décident d'arrêter l'école ou pour des X raisons décident d'arrêter à l'école ou ne travaillent pas bien à l'école ou vont vers un peu la délinquance. Vous leur dites, mais attendez, vous avez une chance extraordinaire. Beaucoup d'enfants aimeraient être à votre place. Et ça, on va dire, il n'y a rien de tel que des images qui valent 1000 mots. C'est ça, c'est exactement ça. Créer ces déclics, ceux qui sont scolarisés, même ceux qui sont pas déscolarisés, les deux en fait. Parce que notre sensibilisation, en réalité, on commence à la maternelle ici. Les maternelles, c'est les sensibiliser à faire attention à la planète, la protection de la planète, parce qu'on en parle beaucoup, mais pour moi, ça commence par les tout petits. Et ils ont très bien compris parce qu'on a sensibilise des dizaines, des centaines chaque année. On fait juste, en fait, on leur montre les tri sélectifs et aussi, on fait un petit peu le tour de l'école. On ramasse des déchets et on les pèse à la fin. Et eux-mêmes, avec leurs propres mots, ils parlent de la protection de la planète, il faut faire attention à la planète. Et eux, à leur tour, ils vont sensibiliser les parents à la maison. Donc ça, c'est une première chose. Et au-delà, à partir de l'élémentaire, on sensibilise justement les images des enfants qui sont malheureusement dans des situations un peu difficiles en Afrique. Et on leur montre tout ça, que l'école est très loin, des fois il faut marcher, des fois ils sont 148 en classe. Et il y en a qui partent à l'école sans nourriture, il n'y a pas de cantine. Exactement, et donc tout ça, vous leur expliquez pour leur dire attention, vous avez une chance, vous avez accès à tout ça, donc ne le gâchez pas. En tout cas, c'est vraiment beau ce que vous faites, c'est vraiment important de soutenir de telles initiatives, et nous, on vous applaudit, on vous dit même merci Rougatou Ndiaye, donc vous restez avec nous sur le plateau, on aura certainement des questions à vous poser, je vous en prie. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, on aime mettre en avant donc ces hommes, ces femmes au grand cœur, parce qu'on a besoin donc de ces bénévoles, on a besoin de ces gens qui pensent aux autres. Allez, on poursuit cette émission dans un instant. Eh bien, vous aurez le plaisir d'écouter Fat Bintou qui va nous parler d'un royaume que peu ont entendu parler, mais on va le découvrir ici sur le plateau. Un jeune va nous pitcher donc comment il a créé la première entreprise de drones au Sénégal. Et tout de suite, place à Babadem. Babadem, oui, tu le sais, hein, tu aimes cette chronique. Ils font l'Afrique et là, c'est destination le Cameroun. On va parler de conservation. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti pour Ils font briller l'Afrique. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Pelkins Adjano, jeune entrepreneur camerounais qui va impacter la conservation du manioc grâce à la biotechnologie. Il a cofondé Casvita, une start-up qui a mis au point une technologie pour améliorer cette conservation. Alors, pourquoi est-ce si important? Le manioc est un aliment de base pour des millions de personnes, mais il se détériore très rapidement après la récolte. Traditionnellement, il ne se conserve que de 2 à 3 jours, ce qui entraîne d'énormes pertes pour les agriculteurs. Alors, la technologie développée par Casvita change complètement la donne. Elle permet de prolonger la durée de conservation. Et là, je vais vous poser une question, comparée à Rougatou. Ce n'est pas une question buzz par contre, mais Rougatou ou Boubacar. Elle permet de prolonger la durée de conservation du manioc de 3 jours à deviner combien de jours il a pu prolonger cette durée du manioc grâce à sa technologie. Moi, je dirais 3 mois. Moi, je dirais 1 mois. 1 mois? Non plus. 15 jours. 18 mois. Waouh! 18 mois. Mais ça change la donne. Et voilà. C'est une avancée majeure qui a des implications considérables, non seulement pour la sécurité alimentaire et l'économie rurale. Mais Concrètement, cette innovation permet de réduire les pertes post-électorales de 40% à moins de 10%. Avant, les agriculteurs perdaient au moins 40% de la récolte. Grâce à cette innovation, elle passe à 10% de pertes. Donc, forcément, ça augmente leurs revenus de manière significative. Et lui, par rapport à sa technologie, ça a permis même d'augmenter le revenu estimé à 400%. Wow.
Donc c'est juste pour vous dire, au-delà de l'aspect technologique, Casvita développe également un système d'information pour mieux faciliter les paiements. C'est une approche globale qui vise à transformer toute la chaîne de valeur du manioc. Donc l'impact potentiel de cette innovation est énorme. Elle pourrait améliorer les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs en Afrique et dans le monde, et tout en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Donc, il utilise cette technologie pour résoudre des problèmes concrets et avoir un impact positif pour sa communauté. Et c'est pour cela qu'on l'a mis en l'honneur dans Ils font l'Afrique. C'est bien fait. Les Camerounais ont du talent, l'Afrique a du talent. En tout cas, je ne sais pas si on mesure l'impact de son innovation, parce que ça peut complètement changer la face même du continent africain, et notamment de millions de personnes. La conservation, c'est une vraie problématique sur le continent, n'est-ce pas, Monsieur Diakité? Oui, tout à fait. En fait, comme il a dit, il a expliqué, c'est passé de combien de jours à 18 mois? De 3 mois à 18 mois. De 3 jours. De 3 jours à 18 mois, c'est considérable. C'est considérable, effectivement. Imaginez avant cette technologie. Voilà. C'est compliqué. Et vous qui êtes dans l'humanitaire, comment vous faites? C'est-à-dire que quand vous aidez... C'est considérable. Quand vous aidez les gens à manger, etc., quand vous savez que vous pouvez conserver, accompagner donc dans la conservation, de prendre des produits comme ça qui peuvent être conservés sur de longues périodes, effectivement, même l'accompagnement alimentaire, l'aide alimentaire prend aussi un autre tournant. C'est beaucoup plus simple. Allez, mesdames et messieurs, en tout cas, merci beaucoup, Babadem. Je ne sais pas si on t'applaudit, mais on peut encore une fois applaudir pour cette belle rencontre. Allez, on poursuit cette émission avec un tour d'Afrique. Oui, on aime voyager sur le continent africain. Et donc, là où allons-nous? Eh bien, destination, mesdames et messieurs, le Burkina Faso. Et oui, à plus de 70 ans, Rasman Ouedraogo, alias Rastafou, est connu au Burkina Faso pour être un cascadeur acrobate. Ah oui, allez, on regarde et puis on revient. Habitant de la ville de Koudougou, Rasmane Ouedraogo, alias Rastafou, est à plus de 70 ans connu pour être un cascadeur acrobate sur son cyclomoteur. Devenu une célébrité locale, on le voit régulièrement effectuer des acrobaties dans les rues de la ville. Mais sa passion a débuté il y a bien des années. Quand je quittais le champ, je me dépêchais pour arriver à la maison avant mon père. Je sortais la moto pour aller faire des acrobaties. Des gens ont dit à mon père de venir voir ce que je faisais. Il leur a demandé ce que je faisais. Les gens lui ont répondu de venir voir par lui-même. Donc mon père s'est caché et a vu ce que je faisais avec la moto. Plus tard, il leur a dit que c'était bien et que ça lui faisait plaisir. En tout cas, c'est un vieux qui fait la fierté de Koudougou, en tout cas. Partout à Ouaga, Burkina Faso, même à l'extérieur, bon, on parle de vieux là. Souvent, on le voit filmer. Les gens qui viennent de Ouaga, ils viennent, ils prennent le vieux, ils font des clips avec. En tout cas, ça nous fait beaucoup plaisir. Voilà. Même s'il fait la fierté des habitants, sa conduite à risque a fait naître une polémique sur la sécurité routière dans un pays où la mobilette est l'un des moyens de transport les plus utilisés, mais aussi l'un des plus dangereux, faute de protection. Préférant arborer le treillis, plus en vogue au Burkina Faso après l'accession au pouvoir des militaires, plutôt que le kit de protection qui lui a été offert, Rastafou est conscient que la sécurité est un enjeu. Il recommande le port de protection aux plus jeunes, mais en ce qui le concerne, à son âge et avec son expérience, il dit continuer ses cascades en se confiant à Dieu. Monsieur Rastafou, on aimerait vous accueillir ici sur le plateau de Diaspora Africa, donc à 70 ans. Donc ce monsieur-là, en pleine forme, fait ses cascades.
Donc on rappelle quand même, faire attention à la sécurité. On veut vous voir encore de longues années, donc faites attention, et notamment pour les jeunes. Allez, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir à la barre un autre cascadeur, hein, un cascadeur de l'humanitaire. Il s'appelle Boubacar Diakité. Il vient ici à la barre, s'il vous plaît. Boubacar Diakité, bienvenue à vous. Vous êtes fondateur et président de l'association NGC, c'est-à-dire Nouvelle Génération de Kumbandao, qui a été créée en 2010 pour développer la commune de Kumbandao en Mauritanie. Alors, vous avez un projet phare qui s'appelle Yonki, donc une aide médicale, donc vraiment qui révolutionne, en tout cas qui change la vie de nombreux habitants donc de cette commune-là. Donc en février 2022, donc vous avez lancé ce projet Yonki qui vise à fournir une aide médicale donc aux habitants du village via une carte de santé. Donc ça c'est quand même nouveau, on n'a pas l'habitude de voir cela. Alors c'est quoi exactement cette carte de santé? Qu'est-ce que vous faites exactement, monsieur Alors, merci d'abord, Aïssatou, de m'avoir invité. Avec grand plaisir. La nouvelle génération de Kumbandao, c'est une association qu'on a fondée en 2010, comme tu viens de dire. C'est tous les ressortissants de notre village qui sont en France. On a dit, voilà, comme on vit en France, et notre apport qu'on peut apporter au village, c'est de faire une association et venir en aide au développement du village. Donc on a créé cette association depuis 2010. À l'époque, dans l'association, il y a plusieurs volets. Il y a le volet éducation, santé, l'environnement et l'agriculture. D'accord, très bien. Donc à l'époque de 2010, on fournissait, comme Fatou l'a dit, on fournissait des livres. Riatou, pardon. Non, voilà. Riatou. Donc on fournissait des livres à des élèves à Kumbandao. Comme l'éducation, c'est la base, c'est le plus important. Et après, en 2022, jusqu'à 2022, février 2022, on a mis en place le système qu'on appelle aide médicale, Yonki. Parce qu'on est parti sur, ici en France, par exemple, les personnes qui arrivent en France qui n'ont pas de... Voilà, qui arrivent en France, qui ne sont pas encore intégrés dans la société, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de travail. On leur donne une carte de santé qu'on appelle AME, cette carte de santé qui permet à la personne de se soigner. Donc vous avez reproduit le système qui est mis en place, vous l'avez reproduit donc, en Mauritanie. Et donc c'est quoi? C'est une carte que ces personnes du village peuvent avoir en leur possession et qui peuvent leur permettre d'aller consulter un médecin, c'est ça? En fait, dans le village, la plupart des personnes, ils n'ont pas de ressources. Mais on ne peut pas... Voilà, c'était une petite association qu'on a créée. On ne peut pas prendre en charge tout le monde. Donc on est parti au village, on a pris 100 personnes. Et ces 100 personnes-là, on collabore avec le centre de santé qui est sur place. On a commencé par un village. Voilà, on ne peut pas prendre toute la commune, mais on a pris un village, on a pris 100 personnes. Et ces 100 personnes-là, on a fait un registre, ce qu'on appelle un registre. On a donné ça au poste de santé. On a mis une carte avec l'identité de la personne. Toutes les personnes qu'on a identifiées comme c'est des personnes démunies, on leur donne une carte. Et avec cette carte-là, ils ont encore leur nom dans le registre, c'est le médecin. Et ces personnes-là, quand ils tombent malades, avec la carte, il y a leur identité, ils vont se rendre au poste de santé sur place. Et ils sont pris en charge avec la carte. Et à la fin du mois, nous, on paye la facture. On paye la facture au poste de santé. D'accord, donc pour récapituler, alors vous en France, vous faites une collecte de dons, vous vous unissez pour pouvoir payer les dépenses en santé, les dépenses de santé donc des personnes les plus vulnérables donc de Kumbandao. Et donc eux, ils ont juste à se déplacer avec une carte de santé, voir le médecin sur place et la facture sera directement envoyée à vous ici qui paierait. Donc c'est très 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 intéressant et très important. Donc aujourd'hui, vous revenez aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, vous êtes revenu donc de la Mauritanie où vous avez mis en place donc une grosse action humanitaire et vous avez soigné pas mal de personnes. Hein, ça c'est très important de le dire. Alors le bilan de la mission il est très très positif. Hein, c'était du 26 au 29
9 décembre 2024. Vous avez soigné plus de 1457 personnes. Donc il faut savoir qu'il y avait des médecins, généraux, il y avait des pédiatres, il y avait des ophtalmologues, il y avait des ORL, il y avait des gens qui ont fait de la petite chirurgie, il y avait des dentistes, il y avait des gynécologues, et il y a eu aussi les dépistages du diabète. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez pu mettre en place? C'est très important. Encore une fois, avec peu de moyens, avec la moyen du bord. Avec les moyens du bord, exactement. Parce qu'on a mis en place des adhésions. Il y a par exemple, toute personne qui adhère dans l'association, il cotise 5 € par mois. Et 5 €, quand on regarde 5 €, c'est beaucoup. Mais avec ces 5 €, on arrive à mettre en place ces systèmes-là. Parce que quand on a mis d'abord en place le système de santé avec la carte, et le projet qu'on vient de faire, c'est parti de là. Parce qu'en fait, on a dit on va permettre aux gens d'accès aux soins. Donc, avant de laisser la personne jusqu'à tomber malade, si on peut faire la prévention, c'est encore mieux. Et la caravane est partie de là. Pour dire, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le village qui n'ont pas le moyen, même quand ils tombent malades, ils n'ont pas le moyen d'aller chez le médecin. Donc, nous, maintenant, on se permet, parce que maintenant, on a eu un budget. Le budget, on l'a eu par rapport on a fait une soirée qualitative pour récolte des fonds. Et à partir de ces fonds-là, on a commencé par ça. Et après, on a eu d'autres fonds qui sont rajoutés quand on a mis en place la caravane. Donc, on est arrivé au village, on a pris des médecins à Nouakchott, 40 médecins. Et il faut dire que ce sont des médecins bénévoles. C'est des médecins bénévoles aussi, ils ont une association aussi. Bien sûr. Bien sûr, on les remercie. Déjà, on leur a offert un diplôme de reconnaissance bien sûr, une semaine. Et ces médecins-là, 40 spécialistes, pardon. Donc, on les a ramenés au village du 26 au 29. Pendant ces 3 jours-là, toutes les personnes qui puissent, même si ce ne sont pas de la région ou ce ne sont pas de la commune, toutes les personnes qui se trouvent en ce moment au village où on a déployé la caravane, ils peuvent se présenter, consulter et avoir leurs médicaments gratuitement. Wow. Donc ça, c'est la prévention qu'on a fait pour aller dans le sens du projet qu'on a mis en place. D'accord. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, le projet Yonki, c'est-à-dire envoyer quelqu'un donc voir le médecin parce qu'il est malade, forcément, c'est des frais plus importants que de faire de la prévention, à savoir, attention, tu as un début de diabète, tu peux changer la donne en te comportant de telle manière, ou avant qu'une maladie s'aggrave, eh bien, on la traite dès le départ parce qu'il y a ces campagnes-là, cette caravane de santé, ça change la donne et c'est des frais en moins pour vous et surtout une meilleure santé donc pour ces personnes-là. Donc, c'est un magnifique projet. Forcément, ça vous parle quand vous entendez ça, Rougiatou Ndiaye? Bien sûr, ça me parle parce que nous, il y a Santé pour tous aussi. D'aller... Est-ce que ça vous inspire ce genre d'initiative, mettre en place une carte, éventuellement mettre en place... Et c'est facile pour le coup de convaincre des centres de santé, de convaincre des médecins de vous accompagner dans ces initiatives-là? Alors forcément, c'est pas facile, pas évident. Mais avec la détermination, avec le sérieux, parce que le projet qu'on a pris, on n'a pas piloté par d'autres personnes, on est allé nous-mêmes. Et comme on dit, maintenant, le développement de l'Afrique, il faut que ça passe par nous-mêmes. Parce que dans les villages, il y a eu beaucoup d'aide. Il y a toujours d'aide, mais ils sont aidés toujours par des personnes qui ne sont pas de notre ou du village ou de la région. Et nous-mêmes, en tant que les enfants de ces pays, les enfants de ces villages, on connaît nos réalités mieux que d'autres. Et donc, on y va sur place. Le moyen que les autres ils utilisent maintenant, nous, on a ces moyens-là. On a les moyens humains, on a les moyens matériels, on a les moyens intellectuels. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est de nous unir. Et pour mettre en place ces actions. 5 €, c'est comme vous avez dit, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, mais quand c'est 100 personnes ou 1000 personnes, 5 €, ça change la donne. On peut faire beaucoup de choses. Et ce qui est important, c'est-à-dire que vous avez mis en place donc, ces différents soins, mais en même temps, certains ont eu accès à des formations donc, dispensées par ces professionnels. Donc, quand on les a, forcément, on essaye de les utiliser au maximum. Ils nous soignent, mais en même temps, ils peuvent dispenser donc, des formations aux professionnels de santé qui sont sur place et qui ont besoin de plus de compétences pour accompagner donc, ces populations. Et ça, c'est important. Donc, et vous avez aussi apporté donc, de la nourriture, des produits consommables pour les plus démunis, des habits. Enfants. Alors, la prochaine étape, pour terminer, qu'est-ce qui va se passer pour l'association NGC? Alors là, on a fait la caravane, mais la prochaine étape, comme on a dit dans notre projet,
il y a plusieurs volets. Et là, le volet qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps, c'est le volet environnemental. Parce que chez nous, il y a un phénomène de couches de bébés. Et franchement, ça, c'est un phénomène vraiment qu'on... Donc les déchets, les traitements des déchets. Les traitements de déchets, plus le couche. En fait, le village, les femmes ou les hommes, ils se jettent les couches devant les portes ou devant... Il n'y a pas de tri, en fait. Traitement des déchets. Traitement des déchets. Donc, nous, on a mis en place un système on va les incinérer. On a pris un endroit un peu loin du village pour permettre à des personnes de prendre ces déchets-là, de les acheminer vers là-bas et de les réutiliser éventuellement. De les trier. Bien sûr. Très important, en tout cas très beau projet et beaucoup de courage à vous. En tout cas, si vous souhaitez accompagner l'association NGC, n'hésitez pas à nous contacter, nous, Diaspora Africa, ou éventuellement à contacter M. Boubacar Diakité, donc NGC. Voilà, en tout cas, ce sont de belles initiatives qu'il faut absolument promouvoir, qu'il faut absolument accompagner. On vous applaudit. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Diakité, mesdames et messieurs, j'espère que vous suivez cette émission avec grande attention. Et oui, l'humanitaire, et oui, le caritatif, et oui, la philanthropie est à l'honneur dans cette émission. Allez, on poursuit. Vous allez bien, Baba et Fat Bintou? Très bien, très intéressant. Vous suivez de façon très attentive? Très attentive. C'est très sérieux, là. Exactement. Très impactant, inspirant aussi. Ça donne des idées, ça donne envie de faire aussi. De faire bravo aussi. À vous. Ouais. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, maintenant, place à notre agenda. Oui, mesdames et messieurs, vous le savez, chaque semaine, on essaie de promouvoir les actions, les événements, les rencontres intéressantes en lien avec le continent africain. Et si vous avez un événement, n'hésitez pas à nous envoyer les flyers. Allez, on regarde l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe et puis on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Allez, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de votre émission Diaspora Africa. Dans un instant, notre pitcher du jour qui nous vient du Sénégal va nous parler de son projet Fat Bintou. Oui, elle va nous faire découvrir un royaume qu'on ne connaît pas ici sur le plateau, mais qu'on va découvrir tous ensemble. Et puis, on va terminer avec le proverbe donc, du téléspectateur. Et qui est ce téléspectateur? Eh bien, c'est Faiza de l'Algérie. Allez, mesdames et messieurs, on fait une courte pause et puis on revient. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Rougiatou Ndiaye, donc, qui promeut l'éducation pour tous, pour les enfants du continent africain, mais aussi ici en Europe, à travers différentes actions, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, les orphelins, etc., etc. Donc tout ce qu'elle peut apporter donc, à ces jeunes, à ces enfants, eh bien, elle le fait avec le cœur. Et ça, c'est important de le dire. Et on continue avec vous, Monsieur Boubacar Diakité, qui revient
tout juste donc de la Mauritanie, où ils ont fait une grande campagne de soins pour donc les plus défavorisés et pour tous même, toutes les personnes qui souhaitaient être soignées donc dans la commune de Kumba Ndao. La commune de Diogunturo. Diogunturo, ah, pour le coup, on n'a pas parlé. C'est un village de Kumba Ndao, mais la commune de Diogunturo. Diogunturo, exactement. Donc, en tout cas, c'est le village, voilà. C'est la zone, exactement, donc qui ont pu se soigner grâce à ce monsieur. Alors, maintenant, nous allons donner la parole à Fat Bintou. Mais Fat Bintou, on va te faire patienter un peu. On va réveiller un peu tout le monde. On a des buzzers. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne toujours. Mesdames et messieurs, vous aussi, vous jouez, qui êtes à la maison, n'hésitez pas. Alors, question, et gardez bien en tête la réponse. Hein. Quel est le fleuve le plus profond au monde? Quel est le fleuve le plus profond au monde, mesdames et messieurs? Alors là, c'est la géographie. Là. Le fleuve le plus profond, est-ce qu'il est en Afrique? À votre avis? Oui, c'est toujours en Afrique. C'est en Afrique ou c'est pas en Afrique? En Afrique, oui. C'est les Nils. Non. Profond. Le plus profond. Franchement, je ne sais pas. Déjà, il faut trouver les noms de fleuves, ensuite Congo. Au moins, elle a dit le. Comment? Oui, au moins, elle a dit. Du Congo, non? Exactement. Ah, bravo. Il y en a qui en ont quand même. Exactement. Il faut savoir, mais moi je ne le savais pas. Pour le coup, j'ai découvert ça. Donc, le fleuve le plus profond au monde, mesdames et messieurs, il faut le savoir, eh bien, c'est le fleuve Congo. C'est le deuxième plus long fleuve d'Afrique avec 4700 km. Et c'est le fleuve le plus profond du monde, atteignant plus de 220 mètres. Cette profondeur exceptionnelle abrite une biodiversité unique, incluant des espèces rares comme le poisson tigre grès Goliath. Il joue également un rôle économique et culturel clé pour les pays qu'il traverse, notamment la République démocratique du Congo et la République du Congo. Voilà, à savoir, le fleuve le plus profond au monde se trouve où? Au Congo. Exactement, en Afrique. Merci. Et au Congo, exactement. Voilà, bon, moi j'applaudis. Hein. Ouais. Une belle info, j'aime bien. Après avoir dit ça, moi je vous propose d'aller au Sénégal, mesdames et messieurs. Oui, on va pitcher au Sénégal. Ouais, on te laisse encore patienter parce que tu n'as pas voulu nous dire où est-ce qu'on allait aller avec toi. C'est mon frère qui passe. Exactement, c'est votre frère. Il s'appelle Mohamedou Gaye. Donc c'est un jeune autodidacte sénégalais qui a mis en place la première entreprise fabriquant des drones au Sénégal. Bravo Mohamedou. Allez, on regarde. On a développé un drone qui peut servir à la marine nationale pour faire la surveillance des côtes afin de lutter contre la pêche illégale, la contrebande en pleine mer et aussi l'immigration clandestine. C'est un drone qui peut partir jusqu'à 100 km et il a plusieurs heures de vol aussi. Là, on a notre entreprise qui s'appelle Ndobin. On est dans le secteur du drone et de l'électronique. La réparation, parfois, c'est un peu difficile. Le fait d'avoir les pièces pour les rechanger aussi, c'est difficile. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit que nous allons fabriquer des drones localement ici. Pour les prix, ce sera compétitif aussi. Hein. Par contre, la technologie, nous, on constate que le drone, ça coûte très cher. On va le faire localement. Donc, on va faire des drones qui sont robustes. Maintenant, on va commencer à produire. Donc, car la technologie est déjà acquise. Donc, depuis plusieurs années, on est en train de faire des recherches sur ce domaine-là, que l'on finance nous-mêmes aussi sous fonds propres. Voilà, là, on est avancé. Et aussi, on peut même dire qu'on est au même niveau d'égalité par rapport aux Occidentaux. Parce que la technologie de drone, c'est quelque chose qui est récent. Et aussi, c'est juste les moyens. Eux, ils ont les moyens, mais nous, on n'a pas les moyens, mais on parvient à faire des choses comme eux. Bravo à ce jeune autodidacte. Hein. Il a vraiment dit une phrase importante, c'est-à-dire qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Et c'est vraiment la particularité de ces jeunes sur le continent africain. Donc avec peu, ils font grand. Et ça, on applaudit encore une fois. Ouais. Est-ce que vous connaissiez, vous qui êtes sénégalais? Alors, j'en ai entendu parler rapidement sur les réseaux, mais j'avoue que je ne me suis pas trop attardée sur la vidéo. Et là, je suis complètement... En fait, ce qui m'a impressionnée, c'est le fait qu'il soit ingénieur
mais autodidacte. Alors que nous, on va à l'école, on passe des heures et tout. C'est pour dire que l'Africain est ingénieux par essence. Du coup, c'est ce qui démontre moi, je pense ici. que c'est la passion. Je ne suis pas pour vulgariser le fait de ne pas aller à l'école ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Mais c'est que quand tu es passionné de quelque chose, forcément. Bah, tu vas creuser, tu vas chercher. Oui, il s'est forcément auto-formé à un moment donné. Il s'est auto-formé, il le dit dans la vidéo, comme quoi il a beaucoup étudié via les vidéos YouTube. Donc, en quelque sorte, c'est pas l'école, mais c'est l'école. Il a forcément étudié, c'est vrai. Exactement. Tout à fait, je suis d'accord. Merci beaucoup à Mamadou Gueye pour cette magnifique vidéo. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit. Pour le coup, Fatou Bintou, t'aimes beaucoup parler. Hein. Tu as commencé même à nous donner envie de t'écouter. Et donc là, nous allons à la découverte d'un royaume spécial avec toi. C'est parti pour Us Coutume d'Afrique, hein, tout de suite sur Jazz Africa. Mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un royaume que j'ai découvert qui s'appelle le royaume d'Aksum. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du royaume Aksum? Ça vous évoque quelque chose? Pas du tout. C'est en Égypte, non? Alors, à peu près. C'était ma prochaine question. Selon vous, de quelle partie de l'Afrique il s'agit? Non, quand on dit Égypte, après, c'est Soudan. Pas forcément, mais on n'est pas loin. Mais en tout cas, il y a effectivement l'Éthiopie, le Djibouti, la Somalie et l'Érythrée. Donc, on n'arrive pas totalement en Égypte, mais on n'est pas très loin. Donc, c'est un royaume qui a prospéré entre le 1er et le 7e siècle de notre ère, qui a prospéré grâce à une terre agricole assez fertile, l'absence de maladies tropicales, contrairement aux autres pays d'Afrique subsaharienne, et surtout à une grande puissance militaire. Donc Aksum, c'était aussi un carrefour commercial important qui reliait à la fois l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, grâce à sa position stratégique près de la mer Rouge. Et le royaume, du coup, contrôlait toutes les routes commerciales, qu'elles soient maritimes et terrestres. Selon vous, quelles sont les richesses principales, du coup, du royaume? La terre. Il y en a qui sont plus ou moins classiques, qu'on retrouve souvent dans les minerais, l'or, par exemple, l'or, l'ivoire, l'encens, les épices, aussi les émeraudes, donc les épices, oui, tout à fait. Les écailles de tortue, le sel, ce genre de choses. Donc, c'est un des premiers royaumes chrétiens. Il faut savoir que ce royaume a contribué fortement à la diffusion du christianisme en Afrique, parce qu'au IVe siècle, il y a un roi appelé Ezana qui a adopté le christianisme comme étant la religion d'État. Il y a une autre information que j'ai découverte et que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous, c'est qu'ils ont obtenu, c'était le premier État, on va dire, en Afrique subsaharienne, à obtenir quelque chose. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Premier État à obtenir quelque chose. Indépendance? Non, c'était des royaumes. On ne cherchait pas à être indépendant, mais leur propre monnaie. Ah oui. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la frappe de monnaie. Ça veut dire qu'ils étaient tellement bien placés, ils avaient tellement de richesses qu'ils pouvaient se permettre de fabriquer leur propre monnaie, ce qui leur permettait du coup d'asseoir vraiment leur autorité sur la région. Ils ont aussi créé leur propre écriture qui s'appelle le Ge'ez, qui est encore aujourd'hui utilisée en Éthiopie. Donc bien sûr, comme tous les royaumes, il y a une période de déclin qui arrive avec la concurrence arabo-musulmane notamment, qui sont arrivés avec du commerce et qui ont forcément provoqué la décadence un peu du royaume. Mais on retient quand même que c'est un royaume fascinant de l'histoire africaine qui a eu pas mal d'innovations et qui est décrit aujourd'hui par les historiens comme l'un des quatre plus grands empires du monde. Ah oui, voilà, donc le royaume merci. Aksum à retenir complètement. C'est étonnant. Moi qui aime l'histoire, je ne connaissais pas. Entendu parler. Exactement. Bah, voilà, il fallait regarder Jazz Africa. C'est ça. Bah, pour le coup, même pas, tu l'as fait, l'émission Jazz Africa. Vous connaissiez, vous? Pas du tout. C'est une belle découverte. Hein. Ouais. Propre monnaie, je me dis, nous on galère avec l'histoire de CFA, etc. Eux déjà, à cette époque-là, ils avaient... Nous aussi, on a créé notre propre monnaie. C'est vrai, oui, en Mauritanie. La Mauritanie, bien sûr. Depuis 1973. La Mauritanie, la Guinée, etc. Mais bon, on parle d'un peu plus longtemps. On parle d'une période comparé au Mali, au Sénégal, nous on a notre propre monnaie. 4e siècle. Voilà. Je ne répondrai pas à cette Bravo, merci beaucoup Fatou Bintou.
Allez, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Alors, je vais vous donner la parole rapidement. Vous avez les téléspectateurs devant vous. Eh bien, vous pouvez leur lancer un message. On va commencer par vous, Rougiatou Ndiaye. Qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs? Qu'avez-vous à dire aux bailleurs de fonds? Qu'avez-vous à dire à l'Afrique en général? Aux téléspectateurs, que tout le monde se mobilise, en fait, pour parrainer un enfant en situation défavorisée. Dans son propre quartier. On n'a pas besoin d'aller très loin. Dans ta propre rue, des fois, il y a des voisins qui sont très riches, il y en a d'autres qui pensent à ce qu'on va manger demain, en fait. Donc, il faut être solidaire, très, très solidaire entre nous. C'est une force. Ça va vraiment diminuer la pauvreté parce qu'on a des milliardaires quand même sur ce continent. Bravo. C'est vrai. Merci beaucoup. On va finir avec vous, monsieur. Alors, moi, d'abord, je vais d'abord saluer mon équipe qui sont avec moi. C'est important. Notamment la présidente d'honneur qu'on a nommée Soupé, Madame Moumi Djogou Kamara. C'est quelqu'un de très important dans l'association. Après ça, comme on vient de l'évoquer, on a, avec le moyen du bord qu'on a, on a pu organiser une caravane de ses portées. Et on fait un appel aux bailleurs de fonds. L'objectif, maintenant on a mis dans un village, mais l'objectif c'est d'étendre dans toute la commune et toute la région, pourquoi pas en Afrique. Donc nous, on a pu faire ça dans un village et je pense qu'on peut étendre, en étant plus de moyens, on pourra vraiment étendre ça dans pourquoi pas toute l'Afrique dans le futur. C'est quelque chose de très important, accès aux soins, et je pense qu'il n'y aura pas de développement sans la santé. Exactement, c'est vraiment quelque chose de très important. Merci beaucoup. Oh, vous avez applaudi fort. Hein. Ah oui. Exactement. Merci beaucoup pour ces magnifiques messages. On retient et on est concernés, nous aussi, qui sommes ici sur le plateau, et vous aussi, chers téléspectateurs. Allez, on va terminer avec un proverbe proposé par Faiza de l'Algérie et qui tombe à pic, franchement, qui tombe à pic. Alors, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Ah, franchement, ça vous parle, ça vous parle. C'est vrai. Alors, on va commencer. J'ai essayé, mais ça marche pas. C'est compliqué. Ça peut fonctionner, mais c'est long et c'est très difficile. C'est ça. Alors que si on prend toute la main, les 5 doigts de la main réunis, c'est beaucoup plus simple. Je peux rajouter juste un mot là? Bien sûr, je vous laisse la parole. Comme chez nous, on dit, un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou aussi. Donc ça va dans le même sens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous... Alors, ça veut dire... générosité. Allez-y. Il faut être solidaire, comme je l'ai dit, en fait, c'est travailler en équipe. Donc ensemble, on pourra faire plus de choses. Exactement. On est plus fort ensemble. Très clair, très clair. Bah, moi, ce que ça m'évoque quand je regarde mes doigts, c'est que c'est pas la même taille, c'est pas la même forme, ils n'ont pas la même force. Mais quand on s'unit pour un même objectif, bah, on parvient facilement à l'atteindre. C'est ça. Magnifique. Moi, je t'applaudis. Merci, je suis touchée. Monsieur Diakité? Non, comme il vient de dire, parce que c'est l'union qui fait la force. Parce que nous, tout ce qu'on est en train de dire, les associations, on sait qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc on est obligé de se réunir. Compter avec les autres. Voilà, quand on se réunit, on peut faire tout ce qu'on veut pour l'Afrique en général. Dans le même sens, c'est-à-dire qu'en étant unis, c'est-à-dire qu'avec un seul doigt, déjà on ne peut pas tout soulever au niveau du poids. Et on ne peut rien ramasser. Déjà on ne peut rien ramasser, mais et c'est quand il nous manque un doigt sur les 5 qu'on se rend compte de l'importance de la main. Donc je suis d'accord avec ce... En tout cas, merci beaucoup à Faiza de l'Algérie. Ensemble, toujours plus fort, mesdames et messieurs, peu importe où on se trouve, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a, peu importe ce qu'on n'a pas, peu importe notre couleur, peu importe notre religion, soyons juste ensemble. Point. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à nos invités. Encore une fois, on vous applaudit pour tout ce que vous faites. Et merci bien sûr à vous, chers chroniqueurs, Babadem ainsi et que Fat Bintou. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, à savoir Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ceux qui font bouger l'Afrique et le reste du monde. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.